Bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent, est-ce que je suis dans le champ? Bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent pas, que ce soit sur la rediffusion ou vous connaissez tout, je pense. Je m'appelle Tristan Allaire, je travaille à Ardis Group et je suis également en alternance à l'Université de Nantes. Et juste avant l'alternance, j'étais en stage et durant mon stage, j'ai étudié beaucoup de technologies, principalement les registres distribués, donc tout ce qui concerne la blockchain et tous ses dérivés. Donc, parmi ces technologies, j'ai eu la chance d'étudier IOTA, donc qui est la toute dernière que j'ai étudiée durant ce stage, et c'est sur quoi ce lab sera aujourd'hui. Donc, le lab s'intitule Technologie IOTA, l'approche Tangle. Ça ne parle peut-être à personne, c'est normal. J'expliquerai tous ces termes durant la présentation. Donc, tout d'abord, je pense qu'il est bien de recommencer cette présentation par un court rappel sur les registres distribués. Donc, IOTA est un registre distribué. J'avais fait un lab précédent il y a quelques mois qui parlait donc de la blockchain et des registres, blockchain qui était un registre distribué justement. Mais je pense qu'il est quand même important de revenir dessus. Alors, en quelques mots, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a un registre global, donc un registre, ici on prend le cas d'un registre, qui répertorie des transactions monétaires. Donc on a un registre voilà, qui répertorie toutes les transactions monétaires. On a 4 parties, 4 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, jamais rencontrées. Le principe est très simple. Dès qu'une transaction est émise vers ce registre, chaque personne possède une copie de ce registre, et une fois qu'une transaction est émise vers ce registre, eh bien, le registre est mis à jour pour toutes ces personnes. Voilà un peu le principe d'un registre distribué. Donc, principalement, ça fonctionne comme ça. Tac. Alors, quelles sont les particularités des registres distribués en informatique? Eh bien, tout d'abord, on peut en compter trois principales. Tout d'abord, ils sont sécurisés. Les données qui sont écrites dans ces registres sont cryptées, donc c'est des données cryptées, protégées par cryptographie et infalsifiables. Il est impossible de modifier ce qui a été écrit dans ces registres. Secondement, les données sont transparentes, alors même si elles sont cryptées, sachez que par exemple, dans le cas des blockchains les plus connus, donc dans la majeure partie des blockchains, à savoir par exemple Bitcoin ou Ethereum, l'ensemble des transactions passant sur ces réseaux sont publiques, c'est-à-dire qu'on voit donc combien de bitcoins vous envoyez à une autre personne, mais sont cryptés. Vos noms n'apparaissent pas lorsque vous faites une transaction. Vos noms sont remplacés par des clés. Dans le cas du Bitcoin et Ethereum, c'est des clés privées, des clés publiques, pardon. Par exemple, si j'envoie un Bitcoin à Benoît, dans le registre Bitcoin, ce sera écrit en ma clé privée envoie un Bitcoin à la clé privée la clé publique, pardon, de Benoît. Excusez-moi, je confonds. Et en troisième, c'est une technologie peer-to-peer. Il n'y a pas d'autorité centrale. Les utilisateurs du réseau alimentent ce réseau, il n'y a pas de serveur. Et donc c'est le principe, ça fonctionne comme ça. Donc, comment sont utilisés les registres distribués? On compte dans leurs utilisations deux majeures parties. Donc la première, c'est l'échange de données. Donc grâce à ce type de système, on peut échanger de la donnée qui sera donc infalsifiable et cryptée. Et elle est principalement aussi utilisée pour l'échange d'actifs. Étant donné donc, que la blockchain peut très bien servir comme livre de compte où sont répertoriées toutes les transactions qui sont faites d'un pair à un autre. Donc parmi ça, donc, on compte bien sûr l'échange de crypto-monnaies, donc que vous connaissez sûrement par le biais du Bitcoin, du Litecoin ou Ethereum, toutes les crypto-monnaies. Vous avez sûrement déjà entendu parler il y a quelques mois. Et on peut aussi faire donc d'autres choses. Donc ça dépend vraiment de la blockchain utilisée, étant donné que toutes les blockchains sont différentes et apportent toutes leurs particularités. Parmi lesquelles on peut voir par exemple le développement de ce qu'on appelle le smart contract. Donc ça, je l'avais expliqué dans mon précédent lab. Le smart contract, c'est un programme informatique, c'est comme du back-end en fait, développé sur une blockchain. Donc un back-end qui est donc infalsifiable et qui ne peut être détérioré ni attaqué. Alors, des experts de crypto-monnaie et de blockchain ont choisi donc de classer les différentes générations qu'il y avait eu de registres distribués. La première, celle que, voilà, donc on en compte trois actuellement. La première, celle que vous connaissez tous, c'est celle du Bitcoin. Donc la blockchain ici et le registre, le registre sert uniquement à l'échange de monnaie, à l'échange de devises, donc dans ce cas-ci de l'échange de Bitcoin. En seconde génération, nous avons eu l'Ethereum, donc qui a introduit cette génération, qui servait à échanger en plus de la monnaie, qui servait donc à développer des applications directement hébergées sur ces blockchains. Et en troisième génération, nous avons par exemple donc, la technologie que nous allons aborder aujourd'hui, IOTA, qui diffère des deux autres. Comment? Eh bien,
il faut savoir qu'elle fait quasiment la même chose que la seconde génération, mais elle est plus performante, plus puissante et plus sécurisée, dans le sens où la majeure partie en fait, des générations précédentes était la mise à l'échelle et la consommation énergétique donc, de ces blockchains. Sachant qu'il faut savoir que pour que ces blockchains, donc les première et seconde génération, puissent perdurer, il y a constamment un impact énergétique très lourd qui est mis en jeu, étant donné que les différents nœuds qui alimentent ces ces blockchains consomment énormément d'énergie pour crypter le réseau et le sécuriser. Cependant, dans le cas d'Ethereum, par exemple, Ethereum n'est bloqué qu'à un traitement de au maximum 15 transactions par seconde, donc 15 transactions qui peuvent être émises sur le réseau. Et c'est donc une problématique qui doit être réglée si on veut utiliser la blockchain à grande échelle, étant donné que à titre comparatif, Visa, donc qui est le protocole de paiement le plus utilisé au monde, traite des centaines de milliers de transactions à la minute. Donc là, on en est vraiment très loin. Et pour corriger ce type de problème, on a donc la troisième génération qui a pour but de corriger les problèmes de mise à l'échelle et les problèmes d'impact énergétique. Alors, pour présenter IOTA, il faut présenter le Tangle. Tangle qui est donc l'algorithme utilisé par la technologie, qui donc n'est pas une blockchain, qui est un registre distribué, mais qui n'est pas une blockchain. Attention, il ne faut pas faire l'amalgame. Donc, en soi, le Tangle, ça ressemble à ceci. Donc, ça ressemble à ça. Je vais expliquer ultérieurement comment ça marche. Donc, le Tangle, c'est un réseau P2P, enfin un peer-to-peer sans permission, qui fonctionne comme une blockchain, même si je me répète, ce n'en est pas une. Quelles sont les particularités du Tangle? Alors, on en compte trois majeures. La première, c'est que le Tangle n'a pas de frais de transaction. Je m'explique. Lors des deux autres, les deux autres générations de blockchain et de registres, il faut savoir que chaque transaction émise sur le réseau amène des frais qui représentent un certain pourcentage de ce que vous voulez envoyer en monnaie. Ces frais, à quoi servent-ils? Eh bien, ils sont tout simplement redistribués à l'ensemble des mineurs du réseau, donc à ceux qui alimentent le réseau, à ceux qui prêtent leur puissance de calcul, donc leur machine qui font tourner leurs ordinateurs chez eux pour alimenter le réseau. Donc ces frais sont distribués à ces personnes. Le majeur problème de ce type de système, c'est que donc les micro-paiements sont impossibles sur ce type de réseau. Étant donné qu'imaginons que vous voulez envoyer 1 euro à quelqu'un, si vous avez, 20 centimes de frais, là encore c'est gérable, mais dans le cas de décembre dernier, donc décembre où, comme vous l'avez sûrement entendu, le Bitcoin a dépassé le cours des 20 000 $, le réseau était saturé, et si vous voulez envoyer 1 euro à une personne, vous aviez 40 euros de frais. Donc c'est une chose qu'il fallait corriger, et c'est ce que le Tangle corrige. Comment? Eh bien, c'est très simple. Il n'y a plus de mineurs il n'y a aucun mineur aucun mineur n'opère sur le réseau. L'utilisateur valide lui-même les transactions qui sont émises sur le réseau. C'est-à-dire que lorsque l'émetteur veut émettre une transaction sur le réseau, il doit d'abord en valider 2 qui ne sont, elles, pas validées. Il y a donc une haute mise à l'échelle, car comme je l'ai dit auparavant, pour qu'une transaction soit émise sur le réseau, l'utilisateur doit en valider 2 autres, c'est-à-dire que plus il y a d'utilisateurs sur le réseau, plus le réseau gagne en vitesse, gagne en performance. Troisièmement, le Tangle est immunisé contre les attaques des ordinateurs quantiques. Alors là, c'est une problématique un peu futuriste, mais il faut savoir que dans quelques années, les ordinateurs quantiques pourront être sur le marché, et que dû à leur puissance, en fait, les principaux algorithmes de cryptage, en tout cas ceux qui sont, beaucoup d'algorithmes de cryptage ne seront plus sécurisés, étant donné que ces ordinateurs auront les capacités nécessaires pour les craquer. Heureusement, donc le Tangle utilise un algorithme que je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui et sur lequel je ne me suis pas non plus trop attardé, qui s'appelle le procédé cryptographique Winternitz One-Time Signature, qui est donc un procédé qui permet, en quelques termes, donc d'éviter tout type d'attaque d'ordinateurs trop puissants. Alors, maintenant, pour comprendre IOTA et Tangle, je vais diviser donc cette présentation en 2 parties. La première qui parlera donc de la compréhension du Tangle, de l'algorithme qui gère IOTA, l'algorithme de consensus. Et la seconde, je vous expliquerai donc comment développer sur IOTA, comment ça fonctionne. Alors, on va reprendre le petit schéma que j'avais tout à l'heure. Donc, voici le Tangle. Donc, le Tangle, je ne sais pas si ça se voit de très loin, mais en gros, il y a des carrés qui se relient par des flèches. Je ne sais pas si c'est bon. Donc, le Tangle, c'est un DAG, donc Directed Acyclic Graph, donc un graphe dirigé acyclique. Comme vous pouvez le voir, donc les flèches partent de là et vont jusqu'au premier point qui est là-bas. Il répertorie donc toutes les transactions qu'il y a sur le réseau. Chaque carré est une transaction, donc ça diffère de la blockchain où la blockchain, donc on avait une chaîne de blocs
dans lesquels chaque bloc contenir donc une liste de transactions. Là, c'est complètement différent. Les transactions sont gérées indépendamment des autres. On a donc une transaction par carré. Les transactions qui ne sont pas encore validées, qui ne sont pas encore vérifiées, sont les carrés noirs ici et sont appelées des types. Tac. La ligne du temps s'effectue dans ce sens-là. Donc là-bas, nous avons la première transaction et ici, nous avons la dernière. Si vous avez remarqué d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, donc quand une transaction est émise sur le réseau, un utilisateur en valide deux autres. Si vous le remarquez très bien, quand une transaction est émise, elle fait directement lien à deux autres transactions jusqu'au début. Donc ici, nous retrouvons donc les transactions non confirmées qui sont noires, les transactions en cours d'acceptation qui sont violettes, et les transactions confirmées qui sont vertes. Alors, la différence en fait entre les transactions validées et les transactions en cours d'acceptation, c'est très simple. Pour qu'une transaction passe, pour qu'elle devienne validée alors qu'elle est en cours d'acceptation, il faut que, il faut qu'un type, une fois qu'il est émis sur le réseau, puisse faire référence, puisse avoir un chemin critique qui mène à cette transaction, ce qui fait que par exemple, si je prends ce type-là, qui a été mis sur le réseau, on voit très bien qu'en faisant des liens en suivant les flèches, tous les types qui sont là mènent, par exemple, à ce bloc-là. Ce n'est pas le cas de celui-là, par exemple. On voit que celui-là, par exemple, ne mène pas du tout à celui-là, alors que celui-là mène à celui-là. Alors, quelles sont les spécificités du Tangle? Alors déjà, donc, comme je l'expliquais, ce n'est pas une blockchain. Il n'y a donc pas de minage ou très peu. Le minage se fait uniquement à titre... au niveau donc, des utilisateurs qui cryptent les transactions qu'ils émettent sur le réseau. Enfin, lors d'une émission de transaction, ils en cryptent deux autres, mais c'est extrêmement léger, ça n'utilise que très peu de puissance de calcul. Le protocole est extrêmement léger et s'adapte parfaitement à l'Internet des objets. Étant donné que, donc, vu qu'il n'y a pas de minage, pas de gros calcul, le protocole IOTA peut être embarqué dans un petit appareil, donc comme un capteur, un Raspberry ou un Arduino ou n'importe quoi. Le Tangle fonctionne aussi sur un système de snapshot. Alors ça, je vais essayer de vous l'expliquer brièvement. Une snapshot, c'est le dernier état actuel du réseau. En fait, pour les blockchains, les vieilles blockchains, il faut savoir donc pour qu'un appareil de minage puisse traiter les transactions arrivant sur le réseau, l'appareil doit aussi avoir la capacité de stocker l'ensemble de la blockchain pour qu'il puisse ainsi vérifier les transactions. C'est extrêmement lourd, étant donné que, par exemple, pour le Bitcoin, ça représente plusieurs centaines de gigas de données, donc ce qui est inadaptable pour les petits appareils. IOTA fonctionne sur un système de snapshot, donc il y a toujours des gros nœuds qui contiennent donc l'ensemble des transactions qui ont été faites, mais les petits nœuds, eux, contiennent des snapshots, c'est-à-dire des états actuels du réseau. Lorsqu'une snapshot est faite sur le réseau, seules les adresses et leurs soldes sont gardés en mémoire. Tous les messages et toutes les données sont balayés et sont uniquement stockés dans les gros nœuds, quoi. À l'heure actuelle, les snapshots sont gérés par la fondation, par les développeurs d'IOTA, mais ce ne sera plus le cas à l'avenir. Il y a aussi les coordinateurs. Donc les coordinateurs, vu que le réseau n'est pas complètement adopté à l'heure actuelle, pour ne pas qu'il soit trop lent, vu que l'adoption n'est pas encore pleine, les développeurs d'IOTA ont créé des nœuds qui s'appellent les coordinateurs, qui servent à valider les transactions. Donc ils marchent donc comme des nœuds classiques de blockchain. Donc ces coordinateurs seront éteints par l'avenir, étant donné que pour l'instant c'est une sorte, entre guillemets, c'est comme de la triche. Les coordinateurs valident les transactions et se font passer pour des utilisateurs. Mais une fois que le réseau sera pleinement adopté, ils seront désactivés. Donc voici une seconde présentation du Tangle. Donc on voit par exemple des petites transactions qui arrivent sur le réseau et qui alimentent tout cet amas là, de transactions. Maintenant, le Tangle à l'avenir. Donc comme je l'expliquais, il y aura un balayage des snapshots. Donc à l'avenir, l'utilisateur aura la capacité lui-même de décider quand il veut faire une snapshot. Donc s'il veut le faire de manière permanente pour adapter sur un petit périphérique comme un Raspberry, ce sera possible. Parce qu'à l'heure actuelle, donc c'est les développeurs d'IoT qui choisissent quand ils font des snapshots. Le second point, c'est donc qu'il y aura un enregistrement permanent des données à l'heure actuelle. Donc c'est très lié au snapshot, justement. Il y aura donc à l'avenir des nœuds permanents ou appelés en anglais permanodes, qui serviront à contenir l'ensemble des données qui passent sur le réseau. Il y aura aussi, alors plus compliqué, le scaling et le sharding.
Alors, je ne vais pas vous définir ces termes précisément, mais je vais plutôt vous parler d'un exemple. Donc là, comme je l'ai écrit, c'est la création de sous-tangle dans le cadre d'une indisponibilité du réseau. Alors, imaginons, vous êtes un bateau qui transporte des marchandises et vous devez faire donc la route de New York et arriver, je ne sais pas, en Europe. Il peut arriver donc durant votre voyage donc dans l'Atlantique, il peut arriver qu'à un certain moment vous n'ayez plus accès au réseau. Et si votre réseau est géré par un protocole tel qu'IOTA, par exemple, pour récolter toutes vos données de localisation, pour sécuriser vos données de localisation, vos données de traçage, la liste des objets que vous emportez, etc. Il peut arriver donc que des transactions soient émises, mais que vu que vous n'êtes pas connecté au réseau, que ces transactions soient indisponibles, enfin que ne puissent pas être émises sur le réseau. Donc le principe en fait du scaling et du sharding, c'est très simple. Lorsque vous n'avez plus accès au réseau, vous développez localement un mini-tangle qui se basera donc sur l'état actuel du réseau et qui fera ces transactions. Et une fois que vous récupérez le réseau, ce mini-tangle sera incorporé au vrai tangle et toutes les transactions seront validées par la suite. Et en dernier point, lors de la sortie finale du protocole tangle, les coordinateurs seront éteints et le réseau sera donc aux mains des utilisateurs. Maintenant, je vais vous présenter l'environnement d'IOTA avec un bref plongeon dans l'architecture. Donc déjà, on n'est pas sur du binaire quand on travaille avec IOTA, on est sur du trinaire ou du ternaire. Donc ça, c'est le choix des développeurs, ils ont choisi d'utiliser ça. Donc leur ternaire qu'ils utilisent comprend donc des caractères allant de A à Z en majuscule, plus le chiffre 9. Donc ils travaillent avec ces bases-là pour tous les traitements de données, les adresses de transactions, les adresses publiques, privées, etc. Tout se fait en ternaire. Lorsqu'on veut se créer un compte sur IOTA, par exemple, pour stocker de la monnaie virtuelle, donc de la monnaie IOTA, on obtient un seed. Donc un seed, c'est une phrase de 80 caractères en ternaire. Alors pourquoi on n'a pas une clé privée, une clé publique comme les autres blockchains? Alors il faut savoir déjà que pour les autres blockchains, donc si vous avez un compte, si vous avez des bitcoins, des ethereum, etc., lors de la création de votre compte, vous obtenez une clé privée et une clé publique. Donc la clé privée sert à signer les transactions et la clé publique sert aux autres utilisateurs pour qu'ils vous envoient des transactions. Ici, on part sur un tout autre système, on part avec un seed. Alors pourquoi on part avec ce système-là? Parce qu'il faut savoir déjà, quand vous signez une transaction avec votre clé privée, il y a toujours un petit fragment de votre clé qui est incorporé dans la transaction. Sauf qu'il se peut qu'au fur et à mesure des transactions que vous signez, donc imaginons que vous en signez des centaines de milliers, eh bien, il se pourrait, c'est possible, qu'une personne mal intentionnée puisse récupérer tous ces messages et grâce aux concordances entre les messages cryptés, qui puissent retracer votre clé privée et donc signer des messages à votre place, sachant qu'une personne qui possède votre clé privée possède l'ensemble de votre solde, de vos comptes. IOTA a choisi de faire ça différemment grâce à un seed. Donc le seed permet de générer des clés privées dynamiquement et des clés publiques. C'est-à-dire que dès que vous utilisez une clé publique avec IOTA, elle est supprimée. C'est-à-dire que quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, eh bien, l'argent est envoyé vers une clé publique qui sera, elle, détruite dès la transaction terminée. Donc, c'est-à-dire que la clé est régénérée à chaque fois, à chaque échange. Donc, les deux types de transactions possibles sur ce réseau sont les transactions monétaires et les transactions de messages. Donc, ce qu'on a vu au début de cette présentation. Alors maintenant, pour développer avec IOTA, donc IOTA déjà est un projet open source. On peut trouver donc toutes les archives disponibles sur GitHub, tous les projets sur GitHub. IOTA est disponible dans une multitude de librairies, allant de JavaScript à Go, en passant par C# ou Java. IOTA possède aussi un Discord très actif, donc pour ceux qui ne connaissent pas Discord, ça marche comme Slack, c'est exactement pareil. Et donc ça permet de communiquer directement avec les développeurs, donc il y a plusieurs channels, donc à la fois des channels qui peuvent concerner uniquement JavaScript, d'autres uniquement Java. Personnellement, je les ai déjà testés lors de développement de POC IOTA, et on nous répond vraiment extrêmement rapidement, c'est très performant. Et la documentation, donc, pour cette technologie est complète. Donc, on peut retrouver sur le site toute la documentation, et même sur Internet, si on fait quelques recherches, on a directement nos réponses. Et puis, au pire, le Discord est là pour nous aider. Maintenant, je vais vous présenter une autre petite partie du protocole IOTA, qui est le Masked Authentication Messaging. Donc ça, en fait, pour l'instant, ça se présente sous la forme d'une librairie JavaScript. C'est une librairie qui permet de générer des flux de données. Donc, ça fonctionne un peu comme les flux RSS. Voilà. Ça fonctionne selon un flux RSS, c'est-à-dire qu'on s'abonne à un flux de données, on a accès à toutes les informations qui partent de la personne qui émet ces données.
Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, imaginons, vous branchez un capteur. Donc, l'exemple le plus parlant, en fait, c'est un capteur du style capteur Arduino branché avec un thermomètre, imaginons, ou un capteur pour faire des relevés météorologiques. Vous branchez ça sur un petit Arduino, sur un petit appareil, vous le connectez avec une application que vous avez développée avec la librairie MAM, et tous les relevés de données seront transférés sur IOTA, encryptés, et seront disponibles à quiconque, possède l'adresse de diffusion, en fait, qui prend la forme d'un message ternaire qui s'appelle le route. Voilà, donc on peut s'abonner à une adresse de diffusion pour avoir tous ces petits relevés. Et les MAM, donc comme on les appelle, peuvent être publics, privés ou à permission. Donc quand c'est public, on a juste accès, on peut avoir donc la clé d'abonnement et on a toutes les données en direct, donc le flux de données qui se met à jour automatiquement. Quand c'est privé, seule donc la personne qui émet ça peut avoir, et donc qui possède la même adresse que l'émetteur peut avoir le flux de données. Et à permission, donc ça marche comme privé, donc les données qui sont envoyées sont cryptées, et seule une personne possédant un mot de passe, donc une sideKey, peut avoir accès à ces données. Donc comme je l'ai dit, la librairie JavaScript est disponible, et elle aussi est constamment mise à jour. Et cette technologie est utilisée pour les plus grands projets d'IOTA, dont nous parlerons juste après. Donc là maintenant, je vais vous présenter l'IOTA Foundation, qui est donc l'organisme qui gère le protocole IOTA, qui a développé le protocole IOTA. Donc, l'IOTA Foundation est une organisation à but non lucratif qui regroupe près de 70 employés partagés autour de 17 pays. Donc là, on voit une petite image de quelques employés. Ici, on peut voir, donc vous allez sûrement pas voir, mais en tout petit, on a les deux fondateurs ici, donc Dominic Schinner et David Sundstebø, qui lui est norvégien et lui est allemand. Donc la levée de fonds, enfin l'organisation s'est créée suite à une levée de fonds de 140 millions de dollars. Elle s'est créée donc il y a un peu plus d'un an. Et elle a axé sur les défis techniques et réglementaires des crypto-monnaies et des DLT, donc les technologies de registre distribués. Et elle s'oriente principalement, donc, comme son nom l'indique, vers l'IoT, donc grâce à son protocole extrêmement léger, et la smart economy, donc l'économie des crypto-monnaies, de monnaie virtuelle. Maintenant, je vais vous présenter brièvement l'écosystème de la fondation IOTA, c'est-à-dire donc tous ces grands projets actuels. Tout d'abord, parmi les grands points, nous avons donc la Smart Mobility. Donc, IOTA se positionne fortement sur le domaine des voitures autonomes et des voitures connectées, avec son plus grand partenaire, donc, qui est Volkswagen. Le but ici est d'utiliser le protocole MAM pour diffuser à toutes les voitures Volkswagen, donc les voitures autonomes Volkswagen qui seront déployées à l'avenir, pour distribuer donc de manière très sécurisée des mises à jour du trafic ou alors des mises à jour système pour les voitures grâce à MAM, le protocole utilisé. Il y a aussi le smart manufacturing avec dernièrement Fujitsu, qui est donc le second plus gros partenariat donc de IOTA. Le but ici en fait sera d'utiliser donc le protocole IOTA, donc MAM, pour sécuriser donc la supply chain de Fujitsu en stockant et en traitant les données uniquement grâce au Tangle, en toutes les données de la supply chain. Donc imaginons que dans le cas de la création et d'une vente d'un produit, donc tout le parcours de la supply chain sera copié, sera digitalisé au sein du Tangle. Troisièmement, nous avons la Smart Energy, donc avec Elad, qui est un fournisseur d'électricité allemand, qui a développé donc dernièrement la première borne IOTA, donc une borne qui permet de recharger ses voitures connectées grâce à la crypto-monnaie IOTA. L'avantage de ce processus, en fait, c'est que n'importe quelle voiture peut venir charger, il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas besoin de carte. Vous passez, donc elle est à disposition, hein, le POC est fonctionnel et lors de leur conférence de présentation du POC, ils ont bien annoncé que le POC était disponible juste en face des locaux de Elad. On peut venir brancher notre voiture, connecter notre téléphone et payer en crypto-monnaie IOTA. Sachant qu'à l'avenir, l'idéal, en fait, serait que les voitures possèdent eux-mêmes leur propre portefeuille, ce qui fait que nous n'aurons même plus besoin de sortir notre téléphone pour payer. On branchera nos voitures et elles seront directement facturées, les voitures elles-mêmes, sans passer par nous. En dernier, nous avons le projet Plus City Exchange, qui est une initiative européenne regroupant énormément d'entreprises donc du numérique et de l'écologie.
Le but ici de ce projet est de créer donc des villes à énergie positive, c'est-à-dire en fait des villes qui génèrent plus d'électricité qu'elles n'en produisent, tout en restant vertes, donc de l'énergie verte. Le test sera fait, je crois, si j'ai pas de bêtises, en 2020 dans 7 petites villes d'Europe. Donc on peut voir sur la carte ici. Malheureusement, les noms ne s'affichent pas, mais au pire, je mettrai le diaporama à disposition. Et IOTA, enfin qu'apporte IOTA donc dans ce type d'initiative? Eh bien, c'est très simple. Une vidéo va présenter tout ça. Je vais vous présenter une vidéo qui va donc se charger de tout ça, donc qui s'appelle IOTA Smart Charging World. Smart charging will make sure we use 100% of what we generate. This means that all kinds of devices have to start communicating with each other, and they'll be able to make or receive payments for their services. That may sound complicated, but in practice, people won't even notice the devices are at work. Let's say you work from home today. Your electric car is parked outside and is charged by the overcapacity from the solar panels on the nearby school. In the evening, the energy stored in your car will now power the lights in your house. And together with other nearby cars, you might even be providing the power for a concert in the local park. Throughout the night, windmills located just outside the city will refill the car batteries. So in the morning, you leave for work, fully charged on renewable energy. To successfully automate this whole process, both data and value transactions have to be calculated for every exchange between these devices. In the future, these will increase exponentially. The old approach of registering every electricity exchange centrally and then paying through the bank afterwards is not particularly appropriate for these kinds of microtransactions. Luckily, there's a new middle block: cryptocurrencies. These are way more suitable thanks to the underlying distributed ledger technology, or simply DLT. It is secure, transparent, and peer-to-peer, and supports both data and value transactions. The best known DLT application is the Bitcoin, but because of limitations in its technology, it's not really suitable either. But hang on, recently, better alternatives have become available. One of them, IOTA, makes use of the Tangle, a new kind of technology, which is ideal for these microtransactions. It is fast and costs close to nothing because the users validate all the transactions themselves. It's an ideal, decentralized approach. To explore this possibility, we've built an IOTA charging station prototype, where you can use IOTA to pay and charge. No need for a card or subscription. When connecting cars, solar panels and windmills to the IOTA network, all these devices will be able to sort out the transactions and their related payments themselves. It's easy, safe and reliable. Exactly what we need to live in tomorrow's smart charging world. Join us in further exploring these exciting opportunities. Let's co-create. ALARD NL researches and tests the possibilities for smart charging. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ?